Salut à tous, bienvenue dans l'After FC, l'émission RMC Sport qui raconte le quotidien, les problématiques des personnalités du monde du foot. On est en direct sur la chaîne YouTube After Foot, sur la chaîne After Foot Télé, sur la chaîne Twitch RMC Sport, et l'After FC est également disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Dans l'After FC aujourd'hui, Loïc Moreau, Rémi Dumont, bonjour messieurs. Bonjour. Et notre invité aujourd'hui est un citoyen du monde, né en Suisse, maman italienne, papa congolais, recruté par l'Atlético de Madrid quand il avait 18 ans. Il a fait une bonne partie de sa carrière de joueur en Angleterre. En 2021, il a été nommé patron du puissant syndicat des joueurs professionnels anglais, la fameuse PFA, Professional Footballers Association. Membre du conseil de la FIFPro Europe, le syndicat des joueurs mondial, il est en pointe sur les problématiques qui vont concerner les joueurs à la Coupe du Monde 2026, avec la chaleur, l'humidité, les distances. Avec lui, on va aussi parler du calendrier démentiel, d'un nouveau système de transfert, d'un possible salary cap européen et de la gouvernance du football français. Joli programme. Maeta Molongo est l'invité de l'After FC. Bonjour Maeta. Bonjour. Merci d'être avec nous Maeta. Avec grand plaisir, merci. Maeta, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de l'actualité, notamment de la Coupe du Monde, rappelez-nous à quoi sert la PFA et la FIFPro. Alors, il s'agit d'un syndicat de joueurs. Donc, on représente les intérêts des joueurs professionnels ici en Angleterre. Donc, tout ce qui est Premier League, Championship, League One, League Two et aussi le football féminin. C'est ça qui rend le PFA assez particulier parce qu'on représente autant le football masculin que le football féminin. Et c'est aussi un syndicat qui continue à donner accès à ses services à tout joueur et joueuse qui n'est plus en activité. Donc, on a 56 000 membres dans l'actualité. Et bien entendu, nous, on est, disons, sous le chapeau de FIFPro Europe, qui serait l'équivalent de l'UEFA dans le monde des syndicats, et FIFPro Global, qui est l'équivalent de la FIFA dans le monde des syndicats de la défense des joueurs. Et la FIFPro, on l'a vu, c'est l'organisation mondiale qui représente les footballeurs et les footballeuses professionnelles, qui regroupe plus de 70 syndicats de joueurs et de joueuses. Et donc, ça fait plus de 70 000 joueurs et joueuses à travers le monde. Maeta, évidemment, on est à 70 jours désormais de la Coupe du Monde. Il y a plein de problématiques qui vont toucher les joueurs. On va d'abord, peut-être, Rémi, comparer l'édition 2026 qui nous attend avec donc cette Coupe du Monde sur 3 pays, de celle de 2022 qui était peut-être la plus ramassée de l'histoire. Et la plus peut-être pratique, puisqu'en 2022 ça avait lieu au Qatar. Il y avait donc 32 équipes contre 48 donc pour cette Coupe du Monde qui arrive au mois de juin. Il y a eu 64 matchs en 2022, il y en aura 104 cet été. La compétition s'est déroulée sur 28 jours au Qatar, 39 donc aux États-Unis, au Mexique et au Canada, puisqu'il y a 3 pays hôtes contre 1 en 2022. Mais surtout, les fuseaux horaires, il y en aura 4 cet été contre un seul au Qatar il y a 4 ans, donc ça fait pas mal de changements. Maeta, ce que je voulais savoir déjà, c'est combien de langues vous parlez? Parce que là, quand on a cité tout ce que vous avez fait, déjà, je pense qu'il y a un beau background, comme vous dites, mais voilà, déjà, combien de langues vous parlez? Écoutez, moi, je viens d'un petit pays, la Suisse, là, donc en Suisse, c'est une question de survie de parler les langues. Donc, c'est pas par plaisir, c'est par survie. Donc, je parle 5 langues. Ah, c'est pas mal pour bosser. Ça aide pour défendre les joueurs, non? Pour parler avec Lionel Messi, pour parler avec Cristiano Ronaldo, pour parler avec Harry Kane, par exemple, ou Kylian Mbappé. Mais ça aide parce que vous savez, quand on parle de choses qui vous touchent profondément, on veut en parler dans sa propre langue. Et quand on a un problème sérieux, on veut pas essayer de faire de la gymnastique mentale pour essayer d'expliquer en anglais ou en espagnol ou en français. On veut le dire dans sa propre langue. Et c'est ça que je me suis rendu compte quand je suis arrivé au PFA. Au début, moi, je vais toujours dans tous les vestiaires et au début, je parlais en anglais. Je me suis rendu compte que c'était banal parce que tout le monde peut le faire, ça. Par contre, d'arriver dans un vestiaire et de se retrouver à Manchester United, de pouvoir parler avec Pogba en français ou avec Bruno Fernandes en espagnol parce qu'il parle bien espagnol. C'est ça qui fait la différence. Et quand on a 65% des joueurs en Angleterre qui sont étrangers, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on a pu bien accrocher avec les joueurs.
Et Maïta, par rapport, justement, pour en revenir à la Coupe du Monde 2026, comparée à celle de 2022, est-ce que vous avez senti qu'en Angleterre, les joueurs avaient un ressenti différent du fait de jouer une Coupe du Monde dans 3 pays, comme ça va être le cas cet été, par rapport à un seul, comme c'était le cas en 2022, parce qu'il y avait aussi une particularité que c'était en plein hiver, en pleine saison. Voilà, est-ce que vous sentez plus de joie de la part des joueurs que vous avez pu côtoyer de jouer cette Coupe du Monde cet été ou pas forcément? Alors, la réalité, c'est que la Coupe du Monde au Qatar, et moi, j'y suis allé, c'était une Coupe du Monde où, disons, c'est comme si on faisait une Coupe du Monde dans une même ville. C'était très facile de pouvoir se déplacer. Je pense que la qualité du show était bonne parce que la réalité, c'est que c'était au mois de décembre et donc les joueurs étaient relativement frais. Euh, la plus grande préoccupation que nous, on voit auprès des joueurs, c'est surtout le volume de matchs qu'ils auront avant même de commencer la compétition. C'est-à-dire que des gens comme Declan Rice, moi j'étais l'autre jour, parce qu'on représente les joueurs anglais de la fédération, j'étais avec eux samedi passé. Declan Rice, s'il arrive au bout de toutes les compétitions, il aura 68 matchs avant même de commencer la Coupe du Monde. Et c'est un type qui d'ailleurs, rappelons-le, l'été passé n'a pas eu de vacances parce qu'il arrivait jusqu'au bout avec l'Angleterre. Donc c'est le problème, le problème, c'est qu'ils se rendent compte que malheureusement tout ce qu'on avait dit par rapport au calendrier il y a plusieurs années est en train de se manifester. C'est-à-dire que c'est plus seulement une question de voir une saison d'une manière isolée. C'est l'enchaînement de différentes saisons. Il y a des gens comme Cole Palmer. Il me dit, Maëta, moi, ça va être mon 4e été consécutif sans vacances. Et vous me direz, mais écoutez, il est millionnaire, c'est un privilégié. Et c'est vrai, c'est un privilégié. Et lui-même, il reconnaîtra que c'est un privilège de pouvoir avoir converti sa passion en son travail. Mais la réalité, c'est que les millions ne vous donnent pas un poumon en plus. En plus, et on arrive à un moment où l'être humain il peut être poussé à certaines limites, et quand on passe la limite, on se retrouve avec des blessures, on se retrouve avec des difficultés au niveau mental. Non, donc la grande préoccupation, c'est pas tellement s'il joue au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, c'est plutôt de dire nous on joue pour notre sélection parce qu'on est des supporters avant tout, et on veut essayer de gagner une Coupe du Monde, mais est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir le faire en ayant joué déjà 68 matchs avant de commencer ou en ayant eu 4 étés consécutifs sans vacances? C'est ça la question. Et justement, est-ce que vous sentez que les joueurs sont coincés entre le fait de vouloir jouer les plus belles et les plus grandes compétitions, que ce soit la Ligue des Champions, parce que vous parliez de Declan Rice, le championnat anglais et même la Coupe du Monde, et coincés entre ce côté-là et le côté des cadences infernales justement qu'il y a au niveau des matchs? Est-ce que vous les sentez vraiment coincés ces jours-là? Ils sont absolument coincés et c'est pas juste. C'est pas juste que tu doives choisir entre ton pays et ton club. Ils mettent les joueurs dans des situations qui sont pas justes parce que tout joueur est très fier de jouer pour son pays. Vous allez jamais trouver un joueur qui vous dira je veux pas le jouer en équipe de France ou je veux pas le jouer en équipe d'Angleterre. C'est une fierté. Mais le problème, c'est qu'on vous met à la limite. On vous met à la limite et pour moi, c'est triste quand on voit des joueurs qui doivent se retirer de la sélection pour aller retourner dans leur club se faire soigner, ou directement qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont pas en forme, ou s'ils y vont, mais ils savent qu'ils se mettent eux-mêmes à risque parce qu'ils sont pas en mesure de suivre la cadence. Maïta, justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que on a eu un exemple très récent avec Rodri qui enchaînait les matchs avec Manchester City, avec l'Espagne, et qui s'est gravement blessé d'ailleurs, qui s'est fait les croisés et qui avait un peu agité justement la menace d'une grève, histoire de faire bouger les choses parce qu'en fait on fait tous le même constat, mais après il n'y a pas de solution qui est vraiment apportée pour faire changer les choses. Ben écoutez, le Rodri, c'est un bon exemple. Rodri, une semaine avant de se blesser, il disait on joue trop, je joue trop, je suis à la limite. Et une semaine après, il s'est blessé. Et la réalité, c'est que, vous savez, il y a quelques années, comme syndicat, c'était compliqué de parler avec le grand public de ce problème-là parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens ils disaient écoutez, ça, c'est des gens qui finalement sont des privilégiés, il y a d'autres gens qui travaillent autant ou plus et puis ils se plaignent pas autant et donc c'est compliqué. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est les propres supporters eux-mêmes qui nous disent moi, je paye 100% de mon billet, mais malheureusement, ce que je vois, c'est pas 100% du show. Je vois 70%, 60%, et parfois, je vois même pas mon joueur préféré. Donc, ça a vraiment, j'ai l'impression que on est passé d'un problème isolé
concentré sur, disons, des privilégiés ou des gens qui étaient perçus comme des privilégiés, et il n'y a pas beaucoup de sympathie par rapport à ça, à une situation où les propres supporters nous disent s'il vous plaît, mettez des limites parce que moi, je veux gagner le titre avec le PSG ou moi, je veux gagner le titre avec l'OM. Et malheureusement, ça ne marche pas. Et est-ce que c'est une coïncidence que l'Inter est out de la Champions League contre un club norvégien? Est-ce que c'est une coïncidence que le Real Madrid a déjà perdu son entraîneur? Est-ce que c'est une coïncidence que Chelsea a perdu son entraîneur? Est-ce que c'est une coïncidence que Man City est à 10 points d'Arsenal alors que c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes entraîneurs? Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, peut-être que c'est parce que j'ai arrêté de croire au Papa Noël quand j'étais jeune, mais la réalité, c'est que, à mon avis, c'est pas une coïncidence. Non, mais par contre, ça fait quand même de la peine de se dire que les supporters, enfin les gens qui regardent le foot, aient pris ce problème, considèrent maintenant ce problème juste parce qu'en fait ça les emmerde d'avoir un spectacle de moins bonne qualité ou pas la meilleure, les équipes les plus compétitives sur le terrain quand même. C'est pas parce qu'ils s'intéressent à la santé des joueurs. Mais à la fin, ils ont raison. Ils ont raison parce que la réalité, c'est que c'est des gens qui bossent toute la semaine pour essayer de se payer un billet pour aller voir leur équipe et ils se moquent d'eux. Ils se moquent d'eux et ils se rendent compte que les autorités se moquent d'eux, que les autorités veulent les utiliser pour faire de l'argent. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce que le football, c'est passion. Le football, ça représente beaucoup de choses pour les gens. Et c'est ça qui nous rend d'ailleurs du sport américain. Parce que le sport américain, c'est l'entertainment. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est la passion. C'est pratiquement une religion. Et c'est pas juste que le type qui travaille 48 heures par semaine pour se payer l'abonnement de l'équipe X puisse plus y aller parce qu'il joue des matchs à n'importe quelle heure. Parce que c'est infernal qui peut plus pas juste qu'un supporter de l'équipe de France prendre un prêt à la banque pour aller voir son équipe aux États-Unis, c'est pas juste, c'est pas comme ça. Et après, que c'est parce qu'on veut rendre le football réellement global et c'est pas vrai. C'est pas vrai. On veut le rendre le football réellement lucrative, comme ils disent en Angleterre. Maëta, on a des petits soucis de connexion. Si on va peut-être vous demander de vous reconnecter pour qu'on puisse avoir une meilleure connexion avec vous. Ça a coupé quand vous nous avez parlé, nous avez expliqué notamment que c'était pas juste effectivement que les supporters doivent liquider leurs prêts, leurs économies pour pouvoir aller encourager leur équipe. Restons sur le calendrier international, les garçons, avant que Maëta soit de nouveau avec nous. Mais on peut peut-être Loïc remontrer le cas Achraf Hakimi parce qu'on a parlé de Rodri, on a parlé du cas Cole Palmer, mais la FIFPro avait même publié un document pour montrer le cas Achraf Hakimi et ce qu'il pouvait vivre cette saison. Ouais, Achraf Hakimi, on parlait de Rodri, c'est à peu près pareil. En fait, c'est tous les top joueurs des top clubs, ceux qui sont amenés à jouer à peu près toutes les compétitions. Et puis, on a vu les compétitions qui ont tendance à s'élargir. Rémi le disait par rapport à la Coupe du Monde, mais on a eu la Coupe du Monde des clubs aussi l'été dernier. Et le cas d'Achraf Hakimi, bon, il parle de lui-même, 2023-2024, 53 apparitions, donc toutes compétitions confondues, ce qui est déjà énorme, donc en club et en équipe nationale. Très peu de pauses entre les deux saisons, et puis celle d'après rebelote, et c'est ce que disait Maëta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause en fait. C'est que tu finis une saison déjà éprouvante et bim, derrière tu renchaînes sur une deuxième. 69 matchs donc en 2024-2025, et pour la saison qui arrive, donc avec encore une fois un temps de repos, de latence encore plus court dans l'intersaison, 74 matchs avec en prévision, parce qu'évidemment ça dépend. Alors il n'y sera pas évidemment parce qu'il a été blessé et parce qu'il n'a pas pu participer à tous les matchs avec le Paris Saint-Germain, mais c'était la projection maximale. Mais voilà, c'était au cas où il jouait tous les matchs avec le Maroc et le PSG, il aurait pu atteindre 74 matchs. Donc en fait tu te dis que c'est exponentiel saison par saison, et qu'au final d'ailleurs Achraf Hakimi a été blessé, comme on dira une partie des joueurs du PSG, donc ça posait vraiment un problème. Et puis c'est surtout que là, en plus cette saison, alors après c'est aussi entre guillemets peut-être le hasard du calendrier ou pas, mais il joue 2 compétitions internationales de sélection. Il joue la CAN et il va jouer la Coupe du Monde. Après, pour en revenir aussi au cas parisien, il y a Dembélé qui avait été blessé, parce que lui, c'est le même cas que Rodri, en fait. C'est une sorte de malédiction. Quand tu es Ballon d'Or, tu dois être blessé par la suite, parce que quand on regarde l'historique des blessures de Ousmane Dembélé cette saison, c'est aux ischio, à la cuisse, au mollet. Ce sont des blessures musculaires, parce qu'on rappelait que Achraf Hakimi, c'est une blessure à la cheville à cause d'un tacle de Luis Diaz. Alors, on voit des documents que vous nous avez fournis, donc que la FIFPro nous a fournis. Maëta,
Maëta, notamment sur donc le cas Hakimi. On en a parlé des joueurs. Parlons peut-être des périodes de repos, parce qu'il faut qu'on trouve un problème à ce calendrier démentiel que subissent donc les joueurs. Sur le temps de repos, on va peut-être le détailler là encore, Loïc. De combien de temps de repos les joueurs du Paris Saint-Germain, par exemple, qui sont allés en finale de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, ont-ils disposé à l'été 2025? Alors, la FIFPro estime à 28 jours le minimum recommandé, donc hors saison, donc pendant les vacances. Sur ces 28 jours, Paris n'a pu en prendre que 22. Donc même le minimum recommandé, ils n'ont pas pu l'atteindre. On voit que Chelsea, le Real Madrid, c'est 20, Manchester City, 25. Donc on est encore une fois, en termes de plage de repos, on n'est même pas au minimum recommandé par la FIFPro. Et en pré-saison, donc en préparation, là aussi, tu as un minimum recommandé de 28 jours. Et Paris n'en a eu que 7 au final, 7 jours de prépa. Ça a fait polémique, on le souvient, au début du championnat. Avec la Super Coupe d'Europe, quand Dembélé a dû jouer tout de suite. Ouais. Voilà, c'est à peine mieux pour Chelsea, le Real et City, 19 jours. Donc on est bien en deçà en fait des minimums recommandés. Donc à la fois en période de repos et en période de prépa, t'atteins pas en fait le minimum requis. Maëta, quelles sont les solutions auxquelles vous pensez pour résoudre cet inextricable problème du calendrier international? Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter l'impact sur la santé des joueurs? Il faut on vous remettre, entend pas. disons, Ah oui, c'est bon. Allez-y. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Déjà, premièrement, à mon avis, il faut remettre, disons, les joueurs, le produit, parce que les gens, ils aiment bien parler c'est le business, non? Ils aiment parler du business. Donc, remettons le produit au centre de notre projet. Parce que le problème ici, c'est que tout le monde utilise les mêmes joueurs, mais à la fin, personne n'essaie de faire en sorte que la qualité du show sur le terrain soit bonne. Donc, nous, on préconise une solution qui passe par, pas que les joueurs s'adaptent à la folie des autres, mais plutôt que on commence par dire qu'est-ce que la science dit par rapport à ce que disons, le nombre maximum de matchs ou les pauses minimum dont les joueurs ont besoin pour pouvoir rendre à un niveau qui soit bon. Donc, disons que si on remet les joueurs au centre du projet, il y a 3 solutions. La première, c'est de parler d'un nombre maximum de matchs. Mais là, rapidement, vous allez avoir un problème parce que qu'est-ce qu'on fait quand le joueur arrive au match 59 et qu'il reste un match à jouer avec la sélection, ou qu'il reste une finale de Champions League, ou qu'il reste... Donc vous allez tout de suite vous mettre dans une situation où il y aura une tension entre club et équipe nationale que nous on veut pas, parce que les joueurs, ils veulent jouer en sélection, ils aiment leur sélection, et ils devraient pas être mis dans cette situation-là. Donc, première solution, je pense qu'elle doit être, disons, en tout cas, pas écartée, mais disons, on doit être attentif par rapport à ça. Deuxième solution, réduire le nombre de back-to-back, c'est-à-dire week-end, match durant la semaine, week-end, durant la semaine. Vous avez des joueurs comme Kamavinga qui est arrivé à jouer 10 back-to-back. C'est de la folie parce que la science dit que on ne devrait pas jouer plus de 5 à 6 back-to-back si on veut éviter des blessures, surtout musculaires. Parce que les blessures musculaires, ça vient du stress, ça vient de la connexion, disons, de vos émotions avec votre corps, non? Donc ça peut être une solution, mais dans le cadre d'une négociation, s'il faut faire des concessions, je pense que les joueurs, finalement, ils préfèrent jouer que s'entraîner. Ça c'est la réalité. Donc, s'il faut arriver à un consensus, peut-être que c'est une des choses sur lesquelles on pourrait céder. Et puis après, la troisième solution, qui est, je pense, la plus claire et celle qui devrait être en théorie facile à mettre en œuvre, c'est de garantir une période de repos en été. Parce que déjà, c'est ce que dit la loi. La loi dit, en tout cas au niveau européen, qu'il faut avoir un minimum de 4 semaines de repos. Disons, chaque salarié a droit à 4 semaines de repos en Europe. Et n'oublions pas que les joueurs de football, même si c'est des privilégiés, ils restent des salariés. Ils restent des gens soumis aux mêmes lois que d'autres. Donc ça serait minimum 4 semaines. Et puis après, on aurait besoin d'une période de préparation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que si vous avez 4 semaines de repos et qu'après 4 semaines et 1 jour, vous jouez un match officiel, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les joueurs, ils se reposent pas parce qu'ils devront se préparer pour ce match officiel, parce que vous n'allez pas arriver, disons, sans préparation à ce match officiel. Donc disons que nous, on préconise une solution qui passe par un minimum de 4 semaines de repos, plus potentiellement 4 semaines de préparation. C'est-à-dire qu'on peut jouer des matchs amicaux, on peut faire des tournois internationaux, c'est pas un problème, mais ça doit pas être des matchs officiels. Après, il faudra essayer de négocier avec les autorités, de voir où est la solution, disons, qui est jouable. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand il s'agit d'ajouter des matchs,
il n'y a aucun problème. Par contre, quand il s'agit d'en enlever, tout le monde vous dit « Ah non, le calendrier est bloqué jusqu'à 2030 ». Donc je trouve ça très, très amusant parce que il semblerait qu'ils ont une capacité de pouvoir choisir à la carte quand est-ce que les règles s'appliquent, quand elles ne s'appliquent pas. C'est fabuleux. Maïta, au rugby par exemple, World Rugby, donc, qui est l'équivalent de la FIFA, recommande pas plus de 2000 minutes par saison par joueur, ce qui fait environ 25 matchs et une période de 8 semaines sans match l'été. 4 semaines de vacances complètes, 4 semaines de préparation. Est-ce qu'on peut y arriver dans le foot ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des discussions avec la FIFA et l'UEFA sur ces sujets-là ? Et est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est possible ? 8 semaines pareil en foot comme au rugby ? Mais écoutez, déjà, pour avoir des solutions, il faut être autour de la table. Et nous, malheureusement, en ce moment, on est sur le banc de touche ou dans la tribune. Donc, c'est un petit peu compliqué de pouvoir marquer des buts si on est sur le banc de touche ou dans la tribune. Donc, déjà, nous, on travaille sur un changement de gouvernance parce que si on n'est pas autour de la table, on peut pas avoir d'influence. S'il devait s'avérer qu'on décide de nous mettre sur le terrain et puis qu'on nous laisse jouer, je pense que c'est parfaitement jouable parce que, de nouveau, quand les circonstances nous ont obligés à trouver une solution, par exemple durant le Covid, on a trouvé la solution. Donc ils vont pas nous raconter des histoires en disant que c'est pas possible parce que c'est possible. Si vraiment il y avait une volonté de pouvoir le faire, c'est possible de trouver des solutions. Le problème c'est qu'il n'y a pas de volonté parce que tout se joue autour de l'argent et ou des votes. C'est ça la réalité du football actuel. C'est marrant, Maïta, parce qu'on avait eu Gelson Fernandez, donc un de vos compatriotes qui bosse à la FIFA il y a quelques mois, et lui, il avait dit qu'il y avait des progrès dans les discussions entre la FIFA et la FIFPro. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, alors. Ben écoutez, les progrès, normalement, se mesurent par des actions concrètes. Et la réalité, c'est que là, on est au mois d'avril et qu'il n'y a pas de solution. Donc... ça devrait pas être comme ça parce que je pense que le football devrait être capable de trouver des solutions sans devoir recourir à des solutions extrêmes. Mais malheureusement, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que le manque de dialogue donne des ailes aux extrémistes, donne des ailes à ceux et celles qui veulent faire sauter le système. Et c'est dommage parce que nous, on pense que le système a des choses à améliorer, mais le système, en général, c'est un système qui a marché, mais malheureusement, moins les gens dialoguent, moins les gens écoutent, et plus ça donne des ailes à ceux et celles qui veulent essayer de faire sauter le système. Et c'est très dangereux pour le football en général. Et qui sont ces gens, justement, qui veulent faire sauter le système dont vous parlez ? Ben écoutez, regardez tous les derniers arrêts qu'il y a eu. L'arrêt Super League remet en cause... En réalité, non seulement le pouvoir de l'UEFA, de la FIFA, mais il remet en cause le pouvoir de la fédération. C'est le même principe. Ce que la Super League dit, c'est écoutez, cher monsieur, vous êtes des compagnies privées. Et donc, vous pouvez pas être l'organisateur, celui qui fait la discipline, celui qui organise les compétitions, puis après, vous créez des règles qui vous favorisent vous-même dans le cadre de ce que vous faites. Ça marche pas comme ça. Donc, vous avez l'arrêt Super League qui, pour moi, va bien au-delà de la Super League. Ça met en cause le système. Vous avez l'arrêt Diarra, qui est un arrêt qui, de nouveau, a été interprété d'une manière, je pense que pas assez sérieuse par certains stakeholders et qui en réalité remet en question un des piliers fondamentaux du système qui est le système des transferts. Vous avez l'arrêt Serein qui remet en cause le rôle du TAS, le rôle de l'arbitrage dans le monde du football. Donc, vous avez une série de décisions qui à mon avis, vous amène à remettre en cause le système football en général. Et c'est dangereux. Un petit mot peut-être sur le calendrier, parce qu'on reviendra sur le système des transferts tout à l'heure, mais juste pour finir sur l'aspect calendrier avec ce qu'avait dit avec une voix qui porte, qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est Kylian Mbappé, chez nos confrères de Click, c'était en 2024, qui disait ceci: on n'a pas de tranche de récupération, on ne peut pas jouer des demi-finales de l'Euro mi-juillet et ensuite retourner en club pour la pré-saison fin juillet. Il faut nous donner de la récupération. En NBA, ils ont 4 mois. Antoine Dupont, il est parti, le rugbyman, pendant
pendant 2 mois. Nous, si on part 2 mois, on se fait couper la tête en deux. Quand un joueur de sa trempe, de Kylian Mbappé, dit ça, on s'imagine qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de solutions. En fait, finalement, c'est quoi la solution? C'est que les joueurs se blessent pour comprendre, que les joueurs s'arrêtent et fassent grève. En France, on a vu ce que ça pouvait donner une grève en pleine Coupe du Monde. On n'en a pas un bon souvenir. Mais est-ce que c'est pas aussi aux joueurs de se mettre plus en avant? Alors, Kylian l'a fait par la voie médiatique. Est-ce que par la voie du terrain, par la voie sportive, il y a aussi quelque chose à faire pour les joueurs? Ben écoutez, il y a un très bon exemple qui a été celui du match à Miami, en Espagne. Qui n'a pas eu lieu. Qui devait avoir lieu une journée espagnole qui devait avoir lieu à Miami, qui n'a finalement pas eu lieu. Exactement. La Ligue était décidée à amener le match à Miami. Les joueurs ont dit qu'ils ne participeraient pas. Et malgré l'assistance de la Ligue, finalement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que la réalité, c'est que sans les joueurs, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de show. À mon avis, ce qui risque de faire changer les choses, c'est quand les gens vont commencer à se rendre compte que ça touche leur poche, que ça touche l'aspect économique. C'est tout ce qui les fait réagir. Et à mon avis, quand les gens se rendront compte que... Parce qu'on aime bien se comparer au monde américain, mais je pense que seulement quand ça nous intéresse. Parce que la NFL, chaque équipe joue 17 matchs. Et ils font plus de 10 milliards de télévision. La Première Ligue, qui, je pense, on est tous d'accord sur le fait que c'est probablement la ligue la plus successful, la plus importante en Europe, ils jouent 38 matchs chacun et ils font un peu plus de 4 milliards. Donc je pense qu'il y a un argument qui peut être fait, c'est-à-dire que ça nous montre que parfois, less is more. Parfois, c'est pas simplement de faire plus et plus et plus. Parfois, il faut se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait. Il faut penser plus à la qualité plus qu'à la quantité. Et rendez-vous compte qu'aux États-Unis, par exemple, il n'y a jamais des sports qui ont lieu en même temps. C'est-à-dire que la NBA commence et finit, puis après c'est un autre sport, puis après c'est un autre sport, alors que nous, en Europe, on lutte tous pour le même gâteau. C'est ça le problème. Toutes ces compétitions-là, à la fin, elles veulent tous une part du gâteau de télévision qui, malheureusement, ne grandit pas. Ouais, parce que même en Première Ligue, ça c'est la réalité, en Première Ligue, ils ont grandi 4%. Il y a une croissance de 4% au niveau anglais, mais la réalité c'est que c'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné beaucoup plus de matchs à la télévision, donc il y a beaucoup plus de matchs pour seulement 4% de croissance. Donc en réalité, vous avez dilué la valeur individuelle de chaque match. Donc ça vous donne une idée que le gâteau de télévision ne devient pas plus grand. Donc on doit trouver des solutions, à mon avis. Ouais, l'assisement, on est tous à fait d'accord là-dessus et moi je suis un des partisans de réduire le nombre de matchs parce qu'il y a des matchs tous les jours maintenant de foot. Et ouais, mais tu commenteras moins. Peut-être, mais c'est pas grave, je commenterai mieux. Je commenterai mieux et les joueurs joueront mieux aussi. Dans ces conditions-là, revenons à la Coupe du Monde. Un match de plus pour l'équipe qui sera sacrée championne du monde, Maeta Molongo. C'est une mauvaise idée de la FIFA de faire passer cette compétition de 32 à 48 équipes? Alors, moi, je vais vous dire mon opinion. Mon opinion, c'est la suivante. Mon papa, il vient du Congo. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec la République démocratique du Congo. Donc, s'il y a quelqu'un qui est fier de pouvoir jouer avec son pays, c'est moi. C'est quelqu'un qui a célébré le fait que le Congo s'est qualifié, c'est moi. Et je pense que le Congo a mérité d'arriver à la Coupe du Monde parce c'était dur. C'était dur, la classification au niveau africain, puis après le play-off africain, puis maintenant, ils ont battu la Jamaïque. Mais pour moi, une Coupe du Monde à 48, c'est-à-dire que la beauté de la Coupe du Monde, c'est que c'est difficile d'y arriver. C'est une chose qui est facile, qui devient accessible à tout le monde, n'est plus le concept de Coupe du Monde que en tout cas, moi, j'aimais. C'est-à-dire, les Jeux Olympiques, c'est beau parce que c'est chaque 4 ans et c'est très compliqué. Si maintenant la Coupe du Monde devient une compétition là où, disons, on va pratiquement ouvrir la porte à tout le monde. Pour moi, c'est pas ça le concept que moi j'ai dans ma tête de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une compétition, disons, qui réunit ceux qui ont réussi à se qualifier d'une manière souvent dure, et pas simplement une compétition qui maintenant devient pratiquement la moitié des confédérations participent. C'est pas, je crois pas que c'est le concept de Coupe du Monde qu'on avait tous en tête au départ. Maeta, c'est quoi le plus compliqué pour vous? C'est un mondial aux États-Unis, Mexique et Canada à 48 équipes ou c'est un Euro 2021 dans 12 villes et donc pays différents? Pour les joueurs, c'est quoi le plus compliqué d'après vous? Écoutez, je vous donne un exemple. En ce moment, nous, on représente l'équipe d'Angleterre, donc on sera là pour la Coupe du Monde. L'équipe d'Angleterre a fait son camp au Kansas.
Ils vont jouer à Boston, ils vont jouer à Dallas, ils vont jouer à New York. Et on parle de distance, de 4-5 heures d'avion. Et ça, c'est seulement la phase de groupe. Après, s'ils passent de groupe, je ne sais pas comment ils vont s'organiser parce que au niveau logistique, c'est fou. Et au-delà de ça, moi, ce qui me préoccupe, c'est le supporter anglais, dans ce cas-là, ou le supporter congolais. Comment il se permet comment on va le faire? Parce que pour aller voir Angleterre-Panama, moi-même, j'ai acheté des billets qui me coûtaient $250. Rien que le billet. Pas cher. Pour voir Angleterre-Panama. Pas cher. C'est pas cher. Hein. Pas quand on voit les prix qui restent aujourd'hui, c'est pas cher. Si vous avez des petites ristournes. Et donc ça, justement, c'est parce qu'on a accès à des prix un peu plus, disons, normaux, entre guillemets, mais $230 pour voir un match Angleterre-Panama, plus les hôtels qui sont complètement hors de prix, plus le voyage en avion qui est hors de prix, plus le fait que peut-être que j'arrive à la frontière et on me laisse pas entrer parce qu'on découvre que je sais pas ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux ou whatever. Et donc c'est ça la Coupe du Monde qui doit unir le monde, qui est bien pour tout le monde. Comme vous le voyez, j'ai vraiment un grand problème avec ça parce que c'est pas ça le concept de Coupe du Monde que nous on veut. La Coupe du Monde c'est accessible pour tout le monde. La Coupe du Monde, on regarde pas d'où vous venez, ça doit pas dépendre de la poche que tu as, du porte-monnaie que tu as. Ça devrait être accessible à tout le monde. Et c'est pas le cas justement, Maëta, est-ce que les joueurs doivent prendre position également sur cette Coupe du Monde qui, d'un point de vue géopolitique, pose énormément de problèmes? On l'a dit, avec les supporters, certains doivent déposer $15 000 de caution pour pouvoir entrer sur le territoire américain. Certains ne sont même pas sûrs de pouvoir entrer parce qu'ils ne viennent pas du bon pays, entre guillemets. Je pense aux supporters sénégalais, ivoiriens, haïtiens. Par rapport également à ce qui s'est passé avec le pays qui organise la Coupe du Monde, qui a attaqué aujourd'hui un pays qui va participer également au mondial. Est-ce que les joueurs, eux, selon vous qui les représentez au niveau anglais, doivent prendre la parole pour s'indigner peut-être de ce qui est en train de se passer dans le monde? Pour moi, c'est injuste de demander à des joueurs de football qui sont payés pour être des joueurs de football de devenir des porte-parole officiels de leur gouvernement. Pour moi, c'est aux hommes politiques, c'est aux fédérations de prendre position parce que c'est pour ça qu'on les paye. Leur travail, c'est de prendre position sur des questions politiques. C'est pas aux joueurs de devenir des porte-parole officiels sur des questions que les propres gouvernements et les propres fédérations, souvent, n'ont pas le courage de prendre position sur ces choses-là. Et ce, d'autant plus que comment est-ce que vous pouvez demander aux joueurs de prendre, disons, parole sur des choses dont ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir participer? C'est-à-dire que la décision d'avoir une Coupe du Monde au Qatar ou une Coupe du Monde aux États-Unis, les joueurs n'étaient pas à la table, n'étaient pas autour de la table pour prendre la décision. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'un côté les exclure de la possibilité de prendre des décisions, mais après, de leur demander une opinion sur une décision qu'eux-mêmes n'ont pas prise. Et je trouve ça vraiment regrettable. Et on l'a dit, nous-mêmes, à notre fédération d'Angleterre, on espère vraiment que les joueurs vont être protégés et qu'on ne verra pas des situations grotesques de joueurs qui se retrouvent dans des lieux, des endroits et avec des gens qui n'ont rien à voir avec leur profession, qui essaient de jouer au football sur le rectangle de jeu. Alors parlons d'une problématique de la Coupe du Monde 2026, s'il vous plaît, c'est le climat. Ce sont les conditions climatiques que vont rencontrer les joueurs durant cette compétition. Un document d'ailleurs de la FIFPro met en valeur, met en exergue justement les inquiétudes qui sont les vôtres, parce que beaucoup de matchs risquent de se disputer sous des températures caniculaires. On va peut-être également pouvoir vous montrer à travers une carte, notamment les villes où les températures risquent d'être les plus extrêmes rencontrées par les joueurs. Je pense notamment à Dallas, à Houston, à Kansas City, même si dans certains stades il y aura un toit notamment avec la climatisation, mais à Miami, à Atlanta également, à Philadelphie, il risque de faire très chaud. Durant la Coupe du Monde des clubs, Marcos Llorente, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, avait déclaré: c'est impossible, il fait une chaleur terrible, j'avais les doigts de pied qui me faisaient mal, je ne pouvais ni ralentir ni accélérer, c'est incroyable, mais comme ce sont les mêmes conditions pour tout le monde, il n'y a pas de plainte, personne en Europe n'y est habitué. Maëta, franchement, est-ce que c'est raisonnable de jouer une Coupe du Monde avec les conditions climatiques qui vont se présenter lors de certaines rencontres en plein après-midi? Non, ça ne l'est pas. Et je ne vais pas vous dire ce que moi je pense, je vais vous dire ce que les joueurs m'ont dit. Les joueurs, ils m'ont dit la même chose que Llorente. Ils m'ont dit: Maëta, je ne peux pas respirer. Maëta, il venait de chaleur que même en étant sur le banc, je préfère rester dans le vestiaire.
jusqu'au moment d'entrer en jeu parce que même sur le banc c'était pas jouable. Le terrain de jeu était de conditions déplorables parce que ces terrains de jeu, rappelons-nous que normalement c'est des stades qui sont des stades de football américain souvent, donc on met une pelouse sur le terrain disons artificiel, donc il n'y a pas de système comment dire en français d'irrigation, pour que la pelouse soit arroser, d'arrosage. Voilà, il n'y a pas de système d'arrosage, donc c'était un désastre. C'était un désastre, et ça c'est les joueurs eux-mêmes qui me l'ont dit après la Coupe du Monde des clubs. La réalité, c'est que nous on a mis en garde la FIFA. Je dois reconnaître qu'ils ont adapté certains horaires de jeu pour tenir en compte ce qu'on leur a dit. Donc ça c'est la réalité. Il faut aussi le reconnaître des choses quand ils les font. Mais il y aura néanmoins des matchs à certaines heures et à certains endroits qui ne sont pas jouables. Ils ne sont pas jouables parce qu'il fait simplement trop chaud. Il fait trop chaud, et il y a une autre possibilité aussi du coup qui a été mis en place, ce sont les fameux cooling breaks, les pauses fraîcheur. Est-ce que c'est vous qui les avez appelés de votre vœu, Maeta, et les représentants des joueurs? Est-ce que c'est vous qui avez obtenu que les périodes désormais soient scindées en deux pour mettre en place une pause fraîcheur? Bon, les pauses fraîcheur, comme vous savez, elles sont déjà en place dans d'autres compétitions, donc c'est pas forcément une nouveauté. Et la pause fraîcheur vous aide jusqu'à un certain point. Je pense pas que la pause fraîcheur soit une solution en soi-même. Après, j'imagine que la pause fraîcheur, qui en plus a un sponsor associé à elle, devient peut-être plus intéressante que la pause fraîcheur en soi-même, pour certaines personnes. Maeta, on voulait vous faire réagir aussi au propos de Didier Deschamps qui a justement parlé lors de la dernière trêve internationale de cette cooling break, où il explique, lui, qu'il y a vraiment un changement, un impact sur la physionomie d'un match. Oui, parce qu'en 3 minutes, et je ne sais pas critiquer après, cold drink, la chaleur ou pas, c'est pour ça c'est bien qu'on répète. Mais si vous êtes dans un temps fort ou l'adversaire est dans un temps fort, les 3 minutes, ça coupe tout. Alors ça peut aider si vous êtes moins bien, ça peut, si vous êtes proche de faire plier l'adversaire, voilà, on s'adapte. Mais bon, les diffuseurs sont contents, hein. Il y a un peu plus de publicité, mais est-ce que ça plaît? Ça change forcément. On joue 4 tiers-temps, même s'il y a toujours la mi-temps, mais c'est 22 et... Maeta, du coup, on voit que Didier Deschamps se plaint de cette possible solution, lui, en tant qu'entraîneur. On voit que les joueurs, via Llorente, ce que vous avez raconté, se plaignent aussi des conditions. Tout simplement, c'est quoi? Faut qu'il y ait, je suis désolé de l'expression, mais il faut qu'il y ait un mort pour que les choses changent. On arrivait à un point critique où finalement la santé des joueurs est vraiment en danger, et j'espère qu'on va pas en arriver là, mais malheureusement on arrive vraiment dans une situation limite. C'est triste à dire. Voilà, donc pour les cooling breaks qui ont un impact. Du coup, vous êtes d'accord d'ailleurs avec Didier Deschamps, Maeta? Est-ce que les joueurs vous en ont parlé d'ailleurs de ce que ça modifie également en termes de dynamique? Parce que vous avez été joueur pro, on le rappelle aussi, hein, Maeta. Est-ce que, parce que jouer 4 quarts-temps de 22 minutes, c'est pas jouer demi-temps de 45, c'est pas la même chose en termes de dynamique, en termes de stratégie? Alors, c'est pas moi qui vais contredire un champion du monde et champion d'Europe comme Didier Deschamps. Je pense qu'il a tout à fait raison, et je pense peut-être qu'il faisait référence à la même chose que moi, dans le sens où est-ce que c'est vraiment un cooling break pour aider la performance, ou c'est un cooling break commercial. Peut-être que c'est parce que je suis devenu un petit peu sceptique surtout, mais franchement, c'est pas la solution de faire jouer des gens à des horaires injouables et impossibles, et puis après de leur mettre une petite pause au milieu pour faire semblant qu'on essaie de les aider. C'est pas la solution. C'est pas la solution. La solution, comme je vous le disais au départ, c'est de remettre les joueurs, la qualité du show au centre de notre projet comme industrie. Et si on le fait pas, on aura un gros problème à court, moyen terme. Maeta, justement, parce que on parle donc de l'accumulation des matchs et donc des joueurs qui se blessent. On parle des conditions d'exercer leur métier, donc avec la chaleur ou les déplacements. On avait le problème au Qatar, on a eu le problème aussi durant l'Euro, et puis là à la Coupe du Monde, qui est à un moment donné
qu'est-ce que vous parliez d'un point de rupture? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce que vous avez comme possibilité pour arrêter ce partage en cacahuètes? Mais écoutez, je pense que les autorités du football ne se sont pas rendues compte de deux choses. Premièrement, alors qu'avant, les gens, disons, supportaient un club, aujourd'hui, les gens, ils suivent les joueurs. Et la réalité, c'est que mes enfants, ils suivent pas Tottenham, ils suivent Harry Kane. Et si Harry Kane, demain, il va jouer en Allemagne, mes enfants, ils le suivent lui. Donc l'industrie a changé. Et je pense que les autorités ne veulent pas reconnaître que ça a changé. Et deuxièmement, on parle d'une génération de joueurs qui est incroyable au niveau du niveau intellectuel qu'ils ont, de la compréhension des choses qu'ils ont, ils sont très conscients, qu'ils vivent pas dans une petite bulle et qu'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. Moi, je pense que vous avez parlé de Kylian Mbappé tout à l'heure, de Jude Bellingham, c'est des gens qui il s'avère qu'ils ont un talent exceptionnel et ils jouent au football, mais ces deux garçons-là, vous les mettez demain à faire un MBA à n'importe quelle université, ils vont être brillants parce que c'est des garçons qui sont jeunes mais qui ont une compréhension des choses qui est exceptionnelle. Ils savent communiquer d'une manière très 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 éloquente. C'est vraiment une génération de joueurs qui est différente et je pense que les autorités ne se rendent pas compte que ils commencent à comprendre leurs valeurs, ils commencent à comprendre la force du collectif. Et je pense pas qu'on est très loin d'une situation où les joueurs diront, tu sais quoi, nous on va pas jouer. Et si tu veux aller jouer, ben tu vas jouer toi-même. Et si tu penses que il fait pas trop chaud et qu'on peut jouer, ben vas-y, cher président X ou président Y, vas-y toi-même. Et je pense qu'on n'est pas très loin de ce point-là parce que les joueurs ils se rendent compte que nous on les a avertis, mais que là en ce moment ceux qui payent le prix c'est eux. Et la réalité, c'est qu'un footballeur, il a entre 8 et 10 ans pour pouvoir faire, disons, une carrière. Et la réalité, c'est qu'en ce moment, si on continue à cette cadence-là, celui qui peut jouer 10 ans, il va jouer 7 ans. Celui qui peut jouer à un niveau X, il devra jouer plus bas. Et les joueurs, ils se rendent compte que malgré le fait qu'ils prennent toutes les mesures pour être en forme, ils se blessent. Ils se blessent. Et donc, je pense qu'on n'est pas très loin de ce point-là. On verra d'ailleurs pendant la Coupe du Monde si des actions sont menées. Évidemment, on ne souhaite pas qu'il fasse trop chaud durant les matchs, mais on est un petit peu inquiet. Il y aura aussi les orages, il y aura tous les intempéries qui sont possibles. On se rappelle notamment de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde des clubs où des coups d'envoi ont été retardés ou des matchs interrompus pour ce genre de choses. Autre problématique également, Rémi, que vont rencontrer les sélections durant ce mondial, ça tourne autour de la logistique. Oui, il se plaignait des distances. En fait, c'est pas les distances dont se plaint Didier Deschamps, vous allez voir, c'est de l'anticipation qu'il faut avoir sur la préparation des équipes. On a des problématiques que je savais et qui sont toujours là, avec des déplacements. C'est pas la distance, mais c'est le temps de déplacement. D'ailleurs, à ce sujet, c'est possible qu'on retarde un petit peu l'entraînement parce qu'apparemment, c'est bouché, quoi, le bus, quoi. Donc voilà, c'est indépendamment des complications, peut-être aussi spécifiques à ces deux matchs. Notre retour, notre arrivée ici, on a passé un temps, je sais pas quoi, incroyable à l'aéroport avec des contrôles que j'avais jamais vus depuis que je suis né. Mais bon, on s'adapte, quoi. Donc, mais on savait, mais ça sert aussi à ça. Le fait d'avoir été à Boston, c'est une répétition encore un peu plus importante pour nous parce qu'on va y être. Mais comme j'étais là avec Guy Stéphane pour la Coupe du Monde des clubs pendant une semaine, demi-finale, finale, pour avoir parlé avec les joueurs qui étaient, oui, évidemment, il y a des situations, c'est différent et qui amènent à plus ou moins de complications. Maëta, on voit que là, c'est encore une fois Didier Deschamps, sélectionneur reconnu dans le monde entier pour ce qu'il a fait. Son mot d'ordre, c'est s'adapter, il le répète souvent. C'est aussi le cas des joueurs. Est-ce que vous avez eu des joueurs qui vous ont dit, qui étaient à deux doigts de ne pas vouloir jouer cette Coupe du Monde, vu toutes les problématiques qu'il y a? Parce que tout à l'heure, vous parliez des joueurs qui ne refuseront jamais de jouer pour leur sélection, mais il y a un moment, trop de matchs. Est-ce que vous connaissez des joueurs qui vous ont dit qu'ils étaient à bout? Vous savez, le joueur avant tout, c'est un supporter de football et c'est un supporter de sa sélection et vous allez jamais trouver un joueur qui va vous dire moi je veux pas aller jouer avec ma sélection, je veux pas aller jouer avec moi une Coupe du Monde parce qu'à la fin c'est le rêve de tout joueur de pouvoir représenter ton pays dans une Coupe du Monde. Le problème c'est que souvent
il faut pratiquement protéger les joueurs contre eux-mêmes. Parce que si ça tenait qu'à eux, ils joueraient tous les matchs, tous les jours, tout le temps. Mais malheureusement, ce que la science démontre, c'est que ça marche pas. Ça marche pas, ils se blessent. Et ils mettent en danger leur carrière et leur niveau de rendement. Maëta, on voulait aborder 2 sujets encore avec vous. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Avant de parler des transferts, je voulais qu'on dise un mot de la gouvernance du football français. Vous savez que la Ligue de football professionnel veut se réformer. Elle affirme vouloir même prendre exemple sur le modèle anglais avec une société commerciale qui s'occuperait de vendre notamment les droits de retransmission et de l'organisation également matérielle des compétitions. Est-ce que la LFP a raison de vouloir s'inspirer du modèle anglais, Maëta ? Écoutez, je pense que le modèle anglais fonctionne. Je pense que la Première Ligue, c'est un produit qui est qui a eu beaucoup de succès. Maintenant, comme d'habitude, il faut pas regarder le modèle à la carte et choisir à la carte. Si vous voulez prendre le modèle anglais, prenez tout le modèle, pas seulement certaines parties qui conviennent. La réalité du modèle anglais, et j'en parlais récemment avec mon collègue et ami David Terrier, le président de l'UNFP. Moi, j'espère pour lui qu'ils vont adopter le modèle anglais, parce que le modèle anglais, ça signifie que 4% de tous les transferts pourront être utilisés pour créer un fonds de régime de retraite, comme c'est le cas en Angleterre. J'espère qu'ils auront le modèle anglais, parce que le modèle anglais, ça veut dire que les joueurs ont une place à la table, parce que nous, on a une commission paritaire, là où toute décision qui a un impact sur les joueurs, nous, on a un droit de veto, parce que les décisions sont adoptées de manière unanime. Le modèle anglais, le modèle anglais, c'est pas seulement la partie commerciale. Si on veut adopter le modèle anglais, adoptons-le, mais disons à tout, avec toutes les conséquences. Et j'espère vraiment que ça va être le cas, parce que le modèle anglais, c'est un modèle où nous, on a la chance de pouvoir avoir un espace, autour de la table, pour pouvoir, influencer les grandes décisions qui sont prises au niveau de l'Angleterre et de la Première Ligue. Espérons donc que l'UNFP aura là aussi son mot à dire dans la nouvelle gouvernance du football français. On termine par les transferts. Le système des transferts avec donc l'arrêt Lassana Diarra. Rémi, déjà en 4 points, quels sont les changements mis en place ? Enfin, qu'est-ce qu'a changé l'arrêt Lassana Diarra ? En gros, pour résumer, maintenant, l'arrêt Lassana Diarra, c'est que les joueurs pourraient rompre leur contrat avec un club sans être impactés par la suite. Donc, ça fait partie des points qu'on voulait aborder. Donc, avoir une juste cause, pas impliqué dans les futurs clubs, notion d'intérêt positif et fluidité pour les transferts. On va juste rappeler le cas Lassana Diarra. C'était lors de la saison 2014-2015. Il était sous contrat avec le Lokomotiv Moscou, qui lui a réclamé 20 millions d'euros après avoir arrêté de le payer et après avoir rompu son contrat sans justificatif. Du coup, des clubs étaient intéressés et le Lokomotiv Moscou voulait recevoir 20 millions, que ce soit de Lassana Diarra ou de son futur club. Donc, ce qui empêchait Lassana Diarra de pouvoir signer quelque part. Bon, l'affaire s'est ensuite réglée. On voit évidemment que ça peut changer beaucoup de choses. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de positif ou malgré tout, les transferts, Maëta, sont encore beaucoup trop des zones d'ombre pour les joueurs? Alors, pour nous, c'est une grande opportunité de pouvoir, j'espère, changer la gouvernance du football, parce que l'arrêt Diarra, c'est pas seulement, ça ne parle pas seulement de l'aspect transfert, ça parle aussi de la gouvernance du football. Et ça dit très clairement que dans ce cas-là, la FIFA est, disons, une organisation privée, soumise au droit suisse, et qu'ils n'ont pas de compétences déléguées pour pouvoir, disons, être le régulateur de choses qui, normalement, doivent être décidées par les salariés et par leurs employeurs. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est une situation où les clubs, les ligues et les joueurs puissent arriver à une solution par rapport au système des transferts. Et à mon avis, l'arrêt Diarra, c'est un arrêt qui a des conséquences très très importantes pour le monde du football, qui à mon avis n'ont pas été bien expliquées, parce qu'on a voulu faire semblant qu'on peut continuer de la même manière qu'avant. Et c'est pas ça. L'arrêt Diarra, ça ouvre vraiment la porte à des choses qui, je pense, pourraient vraiment créer un vrai tremblement de terre dans le monde du football. Ce serait quoi justement ce tremblement de terre, Maëta, et quel serait le meilleur système pour organiser les transferts de joueurs aujourd'hui dans le monde ? Écoutez, pour vous donner un exemple concret, ça veut dire que Dembélé, ça fait combien de temps qu'il est à Paris ? 3 ans ? 4 ans ? 3 ans ? Voilà. Ça fait 3 ans. Exemple, Dembélé, ça fait 3 ans qu'il est au PSG. Donc il est en dehors de la période de protection. Donc concrètement, après Diarra, ça veut dire que Dembélé, il peut arriver au mois de mai et dire « Chers amis du PSG, moi je pars ».
Pourquoi? Non, écoute, je veux partir. Donc, il part sans aucune raison. Sans aucune raison. Il reste durant 2 mois en train de se reposer sur une plage des Caraïbes. Et après 2 mois, il signe pour le Chelsea. Il signe pour Chelsea. Donc, après Diarra, ça veut dire que la fédération anglaise doit l'inscrire pour qu'il puisse jouer avec Chelsea. Donc, il n'y a plus la possibilité de pouvoir retenir son inscription. Donc, ils doivent l'inscrire. Deuxièmement, s'il s'avérait que le PSG n'était pas content par rapport à ça, ça serait de tous les cas un problème entre le PSG et Dembélé. Chelsea n'aurait absolument rien à voir dans tout ça. Donc, Chelsea hors de l'équation. Et Dembélé commencerait à jouer avec Chelsea. Peut-être que dans l'intérim, il gagnerait la Champions League. Peut-être que dans l'intérim, il gagnerait la Coupe du Monde des clubs. Donc, il va générer, disons, des revenus pour son nouveau club. Et la conversation serait quelle est la somme qui est due au PSG? Et la réalité post-Diarra, c'est qu'il y a un scénario qui est probable, là où la somme qui sera due au PSG sera seulement les salaires que Dembélé devait encore percevoir au PSG. Donc imaginons, juste comme exemple, imaginons qu'il gagne 10 millions par année, il lui reste 2 ans, 20 millions. Donc on passe d'une valeur possible d'un ballon d'or qui serait facilement 150, 200 millions à un joueur qui vous vaut demain 20 millions. Ça, c'est l'arrêt Diarra. Après, la FIFA vous dira qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien, que le monde est toujours OK, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. Et est-ce que ça a des chances de voir le jour, ça, du coup, dans la réalité des faits, à partir, je sais pas, des mois qui arrivent, Maëta? Écoutez, l'arrêt Diarra date du mois d'octobre 2024. Et le premier mercato d'hiver, nous, franchement, on n'avait reçu aucun coup de fil d'aucun joueur. Deuxième mercato, complètement différent. Nous, on a reçu, en tout cas, 2 ou 3 cas importants en Angleterre, de joueurs qui nous ont dit « Maëta, ça fait 3 ans que je suis dans le club. En Angleterre, il n'y a pas de clause libératoire. Mon club, malheureusement, il ne veut pas entrer en matière par rapport à un transfert. Est-ce que je pourrais utiliser l'arrêt Diarra pour partir ?» Et pour une question ou pour une autre, ça ne s'est pas fait, mais c'était à l'ordre du jour, c'était sur la table. Et à mon avis, si moi j'étais encore en club comme j'étais il y a quelques années, parce que j'avais eu la chance de pouvoir être dans la gestion d'un club, je serais très préoccupé. Parce que le système de transfert, c'est le pilier du système. Et pour beaucoup de clubs, ça signifie pouvoir survivre ou pas survivre. Et donc moi, si j'étais dans un marché comme celui français où il y a une grande dépendance des transferts, je serais un petit peu préoccupé par l'arrêt Diarra. On en reparlera évidemment, on aura l'occasion de revenir sur ce nouveau système de transfert et donc les négociations qui ne manqueront pas d'intervenir un jour entre les joueurs et la FIFA, notamment sur ce système-là. Merci beaucoup Maëta Molango, le patron donc du syndicat des joueurs anglais et puis également membre du conseil de la FIFPro. Merci beaucoup pour toutes vos explications, toutes ces prises de position sur la Coupe du Monde également. L'émission l'After FC est évidemment disponible en replay et en téléchargement sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite, ciao.